Et je pense que le temps de l'écologie est venu, donc ne gâchons pas, justement, par des préjugés ou des mauvaises lectures, cette incroyable opportunité qu'on a enfin la possibilité de passer du pourquoi on en est là au comment on fait pour en sortir. Et je souhaite m'inscrire d'ailleurs dans cette histoire, mais le mouvement associatif, auquel j'ai participé pendant 20 ans avec ma fondation, complémentairement, me semble, a préparé l'ensemble des acteurs sociaux à la mutation de demain. Sauf qu'il y a un moment, je me suis rendu compte que, en ce qui me concerne, l'influence que je pouvais avoir avait atteint ses limites. Et que l'urgence nous obligeait maintenant à précipiter les étapes. Et que le rapport entre les ONG, notre société, et notamment les acteurs économiques et les acteurs politiques, ne suffirait pas à raccourcir le temps qui nous sépare de la mutation, d'autant qu'on n'a plus le temps maintenant pour changer de cap. J'ai donc pris cette décision, comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines, d'être candidat à l'élection présidentielle, à la réserve que les écologistes politiques et Europe Écologie Les Verts souhaitent que je remplisse cette mission. C'est que le substrat de l'économie, donc de la production de richesse, si on veut répartir la richesse, encore faut-il qu'on puisse en produire, ce sont bien les ressources naturelles et les matières premières. Donc si simultanément on ne préserve pas, on ne réhabilite pas ce qui est le substrat de l'économie, je ne vois pas comment on pourra répartir les richesses. La justice sociale, ou en tout cas le partage des richesses, et le respect de la nature n'était pas une option, mais la condition indispensable à notre liberté, à la survie et à l'avenir de la génération qui est juste derrière nous, parce qu'on est quand même dans une situation assez étonnante, c'est la première fois, me semble-t-il, depuis longtemps, que nous, parents, on est sacrément inquiets pour nos enfants. Je souhaite que la France prenne sa part de responsabilité, mais bien plus que cela. Qu'elle soit le lieu d'où jaillisse cette étincelle, cette dynamique que rien ne pourra endiguer. Et que dans l'espace européen, dans lequel portent tous mes espoirs, parce que, évidemment, j'ai bien conscience que la France, quelle que soit sa volonté, ne pourra pas régler l'ensemble des problèmes de la planète, on s'affranchisse de l'orthodoxie, et notamment de l'orthodoxie économique. Parce que cette idée qu'il n'y a qu'un modèle économique, et cette espèce de schizophrénie dans laquelle nous sommes, en pensant que, en continuant avec le même modèle, mais simplement en faisant un petit peu plus ou un petit peu moins, on pourrait obtenir des résultats différents. Mais ça, c'est quelque chose dont il va falloir qu'on sorte. C'est bien parce qu'on pilote la société d'aujourd'hui avec les outils, les indicateurs et les paramètres d'hier que la bonne volonté politique échoue en permanence. Et nous, les écologistes, eh bien, on doit sortir dans tous les domaines de cette orthodoxie. Pas simplement dans le domaine économique. C'est l'utopie, c'est pas nous. L'utopie, c'est le système dans lequel on est. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre sur ces sujets-là. Je voudrais simplement que vous ayez conscience que je ne suis pas là pour faire de la figuration. Est-ce que si jamais les écologistes font un bon score, évidemment, ben, ça fragmentera les voix de la gauche. Et voilà. J'entends bien la question. Et ce n'est pas une posture. Mais moi, je me dis que si en l'état, on sort déjà du débat public, c'est-à-dire que si on démissionne du débat public là, c'est la pire des réponses, me semble-t-il, à avoir. Parce qu'il y a notamment des gens qui s'apprêtent à voter au Front National parce qu'ils ne croient pas plus en la droite qu'en la gauche. Ils ont peut-être probablement tort, parce que je ne les mets pas sur le même... Mais si la gauche s'était emparée de nos fondamentaux, si elle-même sortait d'une certaine orthodoxie, grand bien. Mais on n'en est pas là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on pèse. En tout cas, on a des mois pour peser, pour emmener la gauche aussi dans une conversion. Je l'ai dit tout à l'heure, si j'accepte les primaires, et je suis à deux doigts de les accepter, enfin, considérons que c'est quasiment acquis. Demain, en tout cas, ça sera acté, je le souhaite. Je respecterai la règle du jeu. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas répondu à quelqu'un, vous voyez, ça me revient. Mais quand on est battu, on est battu. Et puis voilà. Et à partir de là, on va pas prolonger une candidature parce que ça serait vraiment, effectivement, une grande trahison. Si jamais c'est moi qui suis choisi,
et ben dans l'instant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement ceux qui ont soutenu Eva ou d'autres, que je ne connais pas encore et que je crois que je vais rencontrer demain matin. Eh bien, c'est de faire en sorte de... Mais ça ne se fera pas comme ça. On a un peu de temps devant nous. Voilà. D'essayer de combler nos différences ou nos malentendus. De toute façon, il faut remettre l'humain au cœur de tout, et y compris dans l'entreprise. Et quand je dis qu'il faut qu'on sorte de l'orthodoxie dans tout, je vais vous dire des choses qui vont vous paraître banales, mais qui sont peut-être banales pour vous, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Quelle est la finalité d'une entreprise ? Eh bien, une élection présidentielle, c'est quand même un moment pour repréciser les choses. Ce postulat que les salariés sont de simples exécutants pour faire en sorte de vendre n'importe quel produit le plus possible, ça, il va falloir en sortir. Et le postulat que l'économie est basée sur un monde aux ressources illimitées, régi par les forces du marché, ce n'est pas une question idéologique, c'est que de toute façon, la physique nous impose d'arrêter. Mais je pense aussi qu'il y a des leviers. Est-ce que c'est normal qu'on taxe les hommes et pas les machines ? Est-ce que c'est normal que la majorité de nos prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail ? Je pense qu'on a une fiscalité qui est excessivement injuste sur un plan social et, me semble-t-il, assez contraignante sur un plan de l'emploi. Je me demandais si, pour un certain nombre de ménages et de personnes, on ne pouvait pas voir les choses autrement sur un accès à des ressources vitales comme l'eau, comme l'énergie. Si il ne peut pas y avoir une allocation justement universelle sur ces ressources. Si on dit qu'il faut un revenu minimum, ben, si on met un plancher, il faut un plafond. Moi, je ne veux pas céder à la facilité des mots. Et ceux qui y cèdent, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Le cancer, d'abord, je trouve que c'est le genre de mots qu'il ne faut pas utiliser. Puis d'abord, s'il y a un cancer, c'est la précarité. C'est ça le fléau de la société. Et on n'est pas dans la précarité par plaisir. Donc cette manière de stigmatiser comme ça les uns et les autres, franchement, ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Parce que moi, je ne vis pas non plus dans une bulle et je vois cette exclusion. Je la vois aussi, différemment, complémentairement, probablement de vous. Je ne pense pas que les gens y restent par plaisir. On retrouvera toujours l'exception qui confirme la règle de quelques-uns qui peuvent peut-être profiter. Mais j'y crois, c'est tellement marginal. Un mot sur le Front National. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tous les deux. Je ne suis pas venu au départ. Ce qui m'a motivé pour venir dans cette campagne, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en introduction. Mais je dirais que c'est une motivation supplémentaire qui est venue chemin faisant. Parce que j'ai tendance à penser que ceux qui s'apprêtent au jour d'aujourd'hui, et on est à 12 mois de l'élection, à voter pour le Front National ne le font pas tous pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y a une frange d'électeurs qui se sent décomplexée par le certificat de respectabilité qui a été délivré à la représentante du Front National. Ceux-là, je le dis très sincèrement, je ne vois pas ce que je peux faire pour les ramener dans notre périmètre de réflexion. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent, me semble-t-il, de la plus mauvaise manière, un ras-le-bol, une colère, un désespoir de voir que, malgré les alternances de pouvoir, concrètement pour eux, rien ne change. Mais quand j'ai dit qu'une des priorités, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir que les politiques réinvestissent les espaces de pouvoir dont ils ont été dépossédés. C'est un mot dans une déclaration, mais c'est aussi un objectif pour moi. Parce que tant qu'on... Je vais essayer d'être court et de trouver comment le dire. On a une chance incroyable d'être en démocratie, sauf qu'on entretient une forme d'illusion. On pense qu'au rythme des échéances, on confie le pouvoir à un certain nombre d'hommes et de femmes que nous choisissons. Ceux-ci, dans l'exercice du pouvoir, découvrent ou font semblant de découvrir que pour finir, ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'ils ne le pensaient. Pour compenser ce déficit de pouvoir, ils font une débauche de communication. Mais en finale, ça crée un discrédit, puisque au moment ou à un autre, évidemment, la réalité s'impose et ça fait des abstentionnistes ou éventuellement des gens qui s'apprêtent à voter pour le Front National. Parce que combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes au pouvoir me dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»
Il y a le chantage à l'emploi, il y a le chantage à la délocalisation, il y a ceci, il y a cela. Bon. Et donc, il y a un problème vraiment chronique, c'est qu'effectivement, il y a une partie du pouvoir qui n'est pas là où on pense qu'il est. Et ça, c'est un problème central de démocratie. Si les politiques, ceux qui sont au pouvoir, qui sont le peuple, ne retrouvent pas ce pouvoir-là, effectivement, ça veut dire que notre démocratie a été mise à mal. Une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a acté, so what? Comment on fait? Comment on fait tout seul? C'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile, encore une fois, qu'il faut justement baisser la garde. Parce que où on désespère du politique, on pense que le politique, qui est le peuple, et quand vous parlez d'Areva, de machin, etc., je reviens à ma première intervention. Ne sous-estimons pas aujourd'hui le souffle puissant de la volonté du peuple. Ça a changé, notamment grâce à Internet. Qui aurait pu imaginer ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, etc. Ça, c'est parce que maintenant, le peuple peut s'exprimer. Et qu'il y a des choses qui étaient figées hier, j'espère qu'ils ne seront pas figées demain. Il y a des verrous qui seront obligés de sauter de gré ou de force. Mais montrons qu'il y a quelque chose en France qui est en train de jaillir. Et si on l'incarne, si on le démonte, si au moment où on va être dans le débat vraiment sur l'économie dure, on montre qu'on a des réponses, croyez-moi, on va s'intéresser à nous parce qu'ailleurs, ils sont aussi dans la panique. Et ils attendent justement qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et quelque chose qui soit très concret. Donc la première chose, c'est pour moi, la France, et de créer des espaces de réflexion, voire de politique, de coopération renforcée en Europe. Et il y a déjà des partenaires, on voit bien, qui sont en train de se profiler. Si on arrive à créer des passerelles, plus que des passerelles, des dynamiques collectives, notamment avec l'Allemagne, croyez-moi, la puissance de feu, elle va être très forte.